Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1, Stabilité des systèmes asservis, concernant le cycle 8, Analyse des performances des systèmes asservis. Ce chapitre s'articule autour de deux principales parties. Tout d'abord, nous verrons les intérêts et objectifs en s'intéressant, après une brève introduction, à des caractéristiques des fonctions transfert telles que la classe et l'ordre. Je présenterai également l'exemple du cours qui sera le support pour présenter la stabilité. Et enfin, nous intéresserons principalement à la stabilité de par ses définitions et propriétés, les différents critères de stabilité qualitatifs, c'est-à-dire savoir si un système est stable ou non, et ensuite les critères quantitatifs qui permettront de quantifier la stabilité, c'est-à-dire se donner des marges. Ce chapitre permet d'énoncer les outils nécessaires à la caractérisation de la stabilité des systèmes linéaires continus et invariants asservis. Nous nous mettrons donc bien dans ce scénario précis, c'est-à-dire avec des systèmes bouclés. Durant tout ce chapitre, nous allons énoncer les principes de quantification de la stabilité d'un système modélisé par une fonction de transfert bouclée. Tout d'abord, rappelons les caractéristiques principales d'un système qui puisse être asservi ou non, c'est-à-dire un système en boucle ouverte ou un système en boucle fermée. Bref, un système qui se caractérisera par une fonction de transfert que l'on note HP. Je vous rappelle que la fonction transfert, c'est ce qui va faire le lien entre une entrée et une sortie dans le domaine de la place. Généralement, c'est ce qui caractérise une équation différentielle linéaire, puisque nous avons des systèmes linéaires que nous modélisons. Si le système est linéaire, ainsi, on pourra la plupart du temps mettre une fonction transfert sous cette forme. Donc une fraction rationnelle avec au numérateur un polynôme de degré m et au dénominateur un polynôme de degré n. C'est-à-dire que les termes constants au numérateur et au dénominateur sont unitaires. Pour cela, il faut factoriser par une constante que l'on notera k et factoriser par une puissance de p que l'on mettra au dénominateur avec une puissance notée alpha. En termes de vocabulaire, on rappelle que les zéros de la fonction transfert sont les valeurs de p qui annulent le numérateur. Les pôles de la fonction transfert sont les valeurs de p qui annulent le dénominateur. Alpha est l'ordre de factorisation par P qu'on choisira supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on considérera uniquement des intégrations et qui correspondront en fait au nombre d'intégrations. Pour une fonction de transfert en boucle ouverte, ce sera le nombre d'intégrations le long de la boucle ouverte. L'ordre du dénominateur, à savoir petit n plus alpha, que l'on notera n0, correspond à l'ordre du système, qu'il soit en boucle fermée ou en boucle ouverte. Et enfin, la factorisation par une constante k qui a permis d'avoir 1 en termes constants au numérateur et au dénominateur s'appelle le gain de la fonction de transfert. Voici deux exemples. Tout d'abord, une fonction de transfert avec un numérateur et un dénominateur. Pour la mettre sous forme canonique, on va commencer par factoriser par les termes de plus bas degré au numérateur et au dénominateur. Ici, 12 et 6p carré. On se retrouve ainsi au numérateur et au dénominateur avec deux termes constants unitaires. On peut donc trouver l'ordre qui est en fait la somme de la classe, donc la puissance factorisée pour avoir des termes unitaires, et le degré du polynôme au dénominateur trouvé. Ici, 2 plus 3, 5. Le gain statique est en fait le rapport de la factorisation du numérateur sur le dénominateur. Ici, 12 sur 6, ainsi 2. Et enfin, la classe est la factorisation au dénominateur. Ici, ce qui correspond en tout cas au degré du terme de plus bas degré non nul. Ici, la puissance p carré. Ici, on factorise par 7 au numérateur, 6 au dénominateur, puis par p puissance 0. On trouve ainsi un ordre égal à 3, un gain statique égal à 6 et une classe nulle, puisque le terme de plus bas degré au dénominateur était constant. Maintenant, introduisons l'exemple du cours. Voici le robot Lola, qui est un robot humanoïde multi-axe qui peut s'apparenter au robot Nao que nous avons au laboratoire. Il est composé d'un certain nombre de membres qui sont pour la plupart d'entre eux actionnés par différents moteurs. Nous allons nous intéresser ici à l'asservissement en tangage autour de l'axe de la hanche, qui est noté ici par la direction x0. Ici, nous avons un schéma cinématique simplifié 2D dont la vue est donnée normale au vecteur x0. Et on s'intéresse donc à l'articulation qu'on retrouve au niveau de la hanche ici. Le tronc est symbolisé par ce solide-ci et les jambes par ces deux solides. On remarque que nous avons une position d'équilibre instable puisque la position correspondant au centre d'inertie du tronc 1 aligné verticalement à l'axe de rotation sera une position d'équilibre. Mais si on s'éloigne légèrement de cette position-là, le tronc aura tendance à basculer d'un côté ou de l'autre. Ainsi, c'est comme ça qu'on peut commencer par définir une position stable
ou instable. Et donc on va s'intéresser aux problématiques de stabilité de ce système qui sera donc stable d'après cette intuition et d'après la définition de la stabilité telle que vous avez déjà pu l'avoir en cours de physique, instable, et on va chercher à la servir et on va voir ce que cela va impliquer. Si on observe le cahier des charges, nous on va se focaliser principalement sur l'exigence correspondant au non-basculement. Le robot ne doit pas basculer lors de la marche. On doit donc le rendre stable. Le cahier des charges peut être ainsi quantifié par différents critères qui sont listés dans le tableau ci-dessous. On retrouve aussi différents critères qui sont normalement déjà connus par tout ce que nous avons pu voir depuis le début d'année. Notamment le critère de précision. L'erreur statique doit être nulle. C'est des choses qu'on a déjà vues en début d'année. Un critère de temps de réponse, qui est également un critère qu'on a déjà évoqué, qui est un critère de rapidité, sachant que ces deux critères seront étudiés plus précisément dans le chapitre suivant. Le critère de bande passante à 0 décibel est un critère fréquentiel relatif à la rapidité, qui sera également détaillé dans le chapitre suivant. Le critère de dépassement est un critère que nous avons pu étudier, notamment dans l'étude temporelle des systèmes du premier ordre et du deuxième ordre. C'est un critère temporel de stabilité. Le critère de marge de phase est un critère qu'on n'a jamais étudié, est un critère de stabilité fréquentielle. Et on voit que c'est un critère qui s'exprime en degrés ou éventuellement en radians. Dans ce chapitre-ci, on va se focaliser sur ce critère et voir comment on peut le définir et quel impact il va avoir sur la stabilité. On commence par définir la fonction de transfert en boucle ouverte du système, qui est le rapport de l'angle alpha, qui est l'angle de tangage autour de l'axe de la hanche du robot, et UC qui est la tension d'alimentation de l'actionneur qui permet de stabiliser le système autour de cet axe. Voici cette fonction de transfert. Elle est mise sous forme canonique. On a un gain statique K et on a une forme canonique factorisée avec trois fonctions du premier ordre qui donne donc une fonction du troisième ordre. En première question relative à ce cours, on vous propose de tracer le diagramme asymptotique du diagramme de Bode proposé. Voici le diagramme de Bode en gain et en phase. On remarque qu'on a différentes branches qui peuvent s'apparenter à des lignes droites. Sans connaître les valeurs numériques de la fonction transfert, il faut donc s'approcher des portions droites, tracer des traits qui épousent au mieux le tracé réel et les prolonger pour voir quand est-ce qu'ils se coupent. Voici ce que ça donne. Pour le diagramme en gain, on va avoir une branche asymptotique pour les basses fréquences horizontales, une branche asymptotique oblique pour les hautes fréquences qu'on a plutôt tracé loin de là où la courbe semblait changer de pente, et puis une troisième branche asymptotique entre les deux, où de même manière, on s'est appuyé sur le tracé réel qui semblait présenter une portion rectiligne à ce niveau-ci. On obtient alors deux pulsations de cassure, qu'on notera 1 sur taux 1 et 1 sur taux 2, puisqu'en regardant la fonction transfert, on observe qu'on a un produit de deux fonctions du premier ordre avec pour chacune d'elles des pulsations de cassure égales à l'inverse des constantes de temps. On peut faire l'hypothèse que 1 sur taux 1 est plus petit que 1 sur taux 2. Pour vérifier cela, on se propose d'utiliser un tableau de variation. Voici le tableau de variation qui permet de justifier le tracé asymptotique. Je vous rappelle que pour construire ce tableau de variation, nous utilisons différents intervalles séparés par les différentes pulsations de cassure. Ici 1 sur taux 1, 1 sur taux 2. Nous avons donc trois intervalles. Pour chaque intervalle, nous allons définir deux choses. La pente du tracé asymptotique en gain, la valeur de la phase asymptotique, et au niveau de chaque jonction, donc pour chaque pulsation de cassure, nous allons donner la valeur du gain, qui nous donnera un point de passage pour chaque valeur du gain. Nous avons autant de lignes que de fonctions transfert élémentaires, et enfin, la combinaison des trois fonctions de transfert. Ici, il faut faire attention, puisque sur la première fonction de transfert que nous avons décomposée, K sur moins 1 plus taux 1P, il y a un moins 1 sur la partie réelle. On remplacera P par J oméga. Ceci va induire pour les basses fréquences une phase égale à moins 180 degrés. Voici donc le tableau rempli. On observe donc que fonction transfert du premier ordre, en termes de gain, cela se comporte comme d'habitude, à savoir qu'on va avoir une pente nulle jusqu'à atteindre la pulsation de cassure, donc pour les deux premières jusqu'à atteindre 1 sur taux 1, et au-delà, une pente de moins 20 décibels par décade. Ce qui va changer, c'est la phase pour la première fonction de transfert qui sera égale à moins 180 degrés pour les basses pulsations. Ensuite, pour la dernière fonction de transfert, on aura donc une pente nulle jusqu'à atteindre 1 sur taux 2 en pulsation de cassure et au-delà, moins 20 décibels par décade. En termes de phase, on aura 0 degré jusqu'à atteindre cette pulsation, puis moins 90 degrés. Quand on fait la somme des comportements asymptotiques des différentes fonctions de transfert élémentaires, on obtient bien ce résultat. Et ce résultat est conforme au tracé asymptotique qu'on obtient ici. Ceci nous permet de trouver le 20 log de K et les pulsations 1 sur taux 1 et 1 sur taux 2. Ce tracé asymptotique et le tableau de justification nous permet donc d'obtenir les valeurs de taux 1, taux 2 et K. On obtient donc ces valeurs, puisque 1 sur taux 1 est à peu près égal
à 1 radian par seconde, on obtient taux 1 égal à 1 seconde. Taux 2 égal à 10 moins 3 secondes, puisque 1 sur taux 2 est à peu près égal à 1000 radians par seconde. Et ici, on obtient que K est égal à 10 exposant moins 37,5 sur 20, puisqu'on avait 20 log de K à peu près égal à 37,5. Lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve que K est égal à 0,013 radians par volt. On demande de justifier le fait que la fonction transfert permet de s'écrire de cette façon-là, ce qui revient à simplifier la partie concernant taux 2. On peut le justifier par le fait que taux 2 est très petit devant taux 1. Ceci correspondra au fait qu'on aura un pôle dominant. Le pôle dominant sera le pôle associé à taux 1. On peut également le justifier en regardant le diagramme de Bode. Ceci revient à dire que le comportement au-delà de 1 sur taux 2 ne sera pas pris en compte. Ceci est également vérifié par la valeur de la bande passante à 0 décibel donnée par le cahier des charges, qui doit être égal à 100. Donc ça veut dire que tout ce qui sera au-delà ne nous intéressera pas. Et donc là, on observe bien le comportement du produit des deux premiers rangs. Donc un deuxième ordre à ce niveau-ci, avec une pente de moins 40 décibels au-delà de la pulsation de cassure, 1 sur taux 1. Maintenant, nous allons parler de stabilité. Tout d'abord, revenons sur une définition de la stabilité, qui peut se traduire par la propriété de convergence temporelle asymptotique vers un état d'équilibre d'un système. Un système sera dit stable au sens entrée bornée, sortie bornée, si lorsqu'on lui applique une entrée bornée, la sortie restera bornée. Il suffit donc, entre guillemets, de vérifier que quelle que soit l'entrée bornée, la sortie restera bornée. On peut illustrer ça avec l'exemple ci-dessous. En pointillé bleu, nous avons l'entrée du système et en tracé rouge continu, nous avons la sortie. En entrée du système, on voit qu'on impose une entrée de type échelon. Sur la première exemple, la sortie pourra être majorée et minorée. On aura donc un système stable. Sur la deuxième sortie, nous avons l'impression qu'il sera difficile de trouver une bande supérieure à la sortie. Ainsi, il sera difficile de borner la sortie. Et donc ici, nous aurons un système instable. Dans les faits, il est difficile de vérifier que pour n'importe quelle entrée bornée, la sortie sera bornée. Il faut donc se trouver des critères de stabilité objectifs. Pour cela, on va déjà revenir sur les fonctions transfert qui nous intéressaient, celles qui caractérisent nos systèmes. Nos systèmes, on les définit comme des fonctions transfert en boucle fermée, puisqu'on s'intéresse à des systèmes asservis. Propriétés que nous allons donner dans un premier temps pourront fonctionner pour un système non asservi. La fonction transfert peut s'écrire sous la forme factorisée de cette façon-là. L'intérêt de cette forme factorisée, c'est qu'elle permet de mettre en évidence les zéros et les pôles. On note les édits, les racines du numérateur, ainsi les zéros de la fonction transfert, et les j, les racines du dénominateur, ainsi les pôles de la fonction transfert. Et on pourra dire qu'un système est stable si les pôles de sa fonction transfert en boucle fermée sont tous à partir L strictement négatives. Ainsi, il suffit de regarder la valeur des pôles, c'est-à-dire la valeur de P qui annule le dénominateur. La démonstration de cette propriété elle est un peu délicate. On peut cependant donner quelques éléments qui permettent de comprendre cela. En termes de pôles, c'est-à-dire les valeurs de P qui annulent le dénominateur, on peut les classer selon différentes sortes. Tout d'abord, les pôles réels, les pôles multiples réels d'ordre NI, les pôles complexes et les pôles complexes multiples. Pour trouver la forme de la sortie lorsqu'on sollicite l'entrée par une impulsion de Dirac, donc une impulsion de Dirac, c'est une entrée de type borné qui doit donner une sortie bornée. On obtiendra 4 types de sorties selon la nature des pôles. À chaque fois, on observe une forme exponentielle, que ce soit pour les pôles réels multiples. Alors là, on a une forme exponentielle et polynomiale. Ensuite, on a une forme exponentielle harmonique pour les pôles complexes simples, puis une forme harmonique polynomiale exponentielle pour les pôles complexes multiples. Toujours est-il qu'on remarque à chaque fois on a une forme exponentielle. Le seul espoir que la sortie soit bornée du fait de la présence d'une fonction exponentielle, c'est que l'exponentielle soit strictement décroissante. C'est-à-dire que le coefficient devant le t devra être strictement négatif. On remarque que le coefficient à chaque fois qui est devant le t correspond en fait à la partie réelle des pôles lorsqu'ils sont complexes ou directement les pôles lorsqu'ils sont réels. Donc on peut généraliser ça avec la partie réelle des pôles. Ainsi, pour que la sortie reste bornée, il faut donc que les fonctions exponentielles soient décroissantes et donc que la partie réelle des pôles, de tous les pôles, quelle que soit leur nature, soit négative. Donc que les pôles soient à partir L strictement négative. Pour visualiser tout ça, on peut représenter les pôles dans un plan complexe. On trace donc sur l'axe de l'abscisse la partie réelle et sur l'axe des ordonnées la partie imaginaire des pôles. Sur la partie gauche de ce diagramme, nous serons donc dans la zone de stabilité puisque c'est la partie qui correspond au pôle réel strictement négatif. Et sur la partie droite,
nous aurons la partie d'instabilité. On peut représenter la nature de la sortie, en tout cas la forme de la sortie, lorsqu'on sollicite le système par une entrée de type impulsionnel, selon la nature des pôles. On commence d'abord par les pôles instables, c'est-à-dire avec une partie réelle positive, et ici, donc une partie imaginaire nulle. Voici ce qui se passe, on observe qu'on impose une impulsion sur le système, et le système diverge, on a bien une instabilité. Ensuite, on peut faire le même raisonnement avec des pôles complexes. Lorsqu'on a des pôles complexes, ils sont nécessairement conjugués. Voici lorsqu'ils sont placés. La réponse de la forme harmonique exponentielle. Donc on aura une combinaison d'une courbe enveloppe exponentielle croissante et d'une fonction harmonique. Voici à quoi ça ressemble. On remarque aussi qu'il sera difficile de trouver un majorant et un minorant à cette courbe. D'où le caractère instable de la réponse impulsionnelle. Ensuite, on peut se placer à la limite de l'instabilité, c'est-à-dire à la limite de domaine entre la stabilité et l'instabilité. Ici, on a donc deux pôles multiples instables. À la limite de l'instabilité, on sera jugé instable. On peut cependant dissocier le fait d'avoir des pôles multiples ou des pôles simples. Si on a des pôles simples à ce niveau-ci, on sera ce qu'on appelle marginalement stable, c'est-à-dire à la limite de l'instabilité. Et si les pôles sont multiples, on sera clairement... Passons maintenant au domaine de stabilité. On a également un pôle nul, qui soit double ou simple. Si on a un pôle simple nul, on sera marginalement stable. La réponse impulsionnelle pour un pôle nul simple correspond à une intégration, puisque ça revient à multiplier par 1 sur P. Et on obtient donc un échelon. Et un échelon, c'est une fonction marginalement stable. En tout cas, si le pôle est multiple, on sera instable. Maintenant, passons dans le domaine de stabilité. Si les pôles sont conjugués et la partie réelle négative, on aura une combinaison d'une fonction exponentielle et de la fonction harmonique, qui est une exponentielle décroissante, permettra de stabiliser le système. Ensuite, si on a un pôle réel à partie réelle négative, on aura ce type de réponse-là qui est clairement stable. On peut continuer à se décaler sur la gauche pour observer des comportements similaires, que ce soit pour des pôles complexes ou réels. On observe que lorsqu'on se déplace sur ce diagramme en s'éloignant de l'axe de la partie réelle, on va augmenter la pseudo-pulsation. Et si on s'éloigne de l'axe des imaginaires purs, on va augmenter l'amortissement. Connaissant les pôles de la fonction transfert, nous pouvons les placer dans le temps complexe. On trouve aisément ces deux placements de pôles. Et on observe clairement qu'on a un pôle à partie réelle positif, donc le système n'est pas stable en boucle ouverte. Un système peut être intrinsèquement stable en boucle ouverte, mais le fait de la servir peut le rendre instable. Propriété, instabilité d'un système après bouclage. Soit un système en boucle ouverte, sollicité par une entrée sinusoïdale de période t et d'amplitude E0. On prend une fonction de transfert qu'on notera HBO qui caractérise le fonction sans bouclage. Et on considère un gain de la boucle ouverte, un gain statique de la boucle ouverte supérieur à 1. Et on va se mettre dans une configuration où le déphasage correspond à une demi-période. On sera donc en opposition de phase, ce qui correspond à une phase correspondant pour la période donnée égale à moins 180 degrés. Voici à quoi cela correspond. Donc nous avons une entrée représentée de ce côté-ci avec un signal sinusoïdal, une sortie représentée de ce côté-ci avec un signal sinusoïdal. Cela correspond à la boucle ouverte de notre système. On observe bien un déphasage en opposition de phase puisque la sortie est décalée d'une demi-période par rapport à l'entrée. Et nous avons bien un gain statique supérieur à 1 puisque la sortie est amplifiée par rapport à l'entrée. Nous avons ici un système stable en boucle ouverte puisque l'entrée est bornée, la sortie est bornée. Malgré tout, cette configuration va gérer une instabilité lorsqu'on va chercher à boucler le système. Pour boucler le système, cela revient à prélever la sortie, la comparer à l'entrée, la réinjecter dans la boucle ouverte. Avec ce schéma, on va voir que cela va créer clairement de l'instabilité. Sur le graphe de gauche, en pointillé bleu, on va représenter l'entrée et entrée continue rouge, la sortie. De ce côté-ci, on va représenter l'écart. Au départ, l'écart, c'est simplement l'entrée, puisque la sortie n'a pas encore été activée du fait du déphasage en opposition de phase. Ensuite, sur la période suivante, la sortie aura été légèrement amplifiée par rapport à l'entrée. Nous allons donc la soustraire à l'entrée. Elles sont de signes opposés du fait qu'elles soient en opposition de phase, ce qui va revenir à l'ajouter à l'erreur. Donc l'erreur va être plus grande. Et lorsqu'on va injecter l'erreur du fait de l'amplification, la sortie va être encore amplifiée. Et ainsi de suite sur chaque période. L'erreur sera amplifiée par la boucle ouverte et ainsi de suite, ce qui revient à déstabiliser le système. Cette configuration est clairement un point critique de stabilité. Et cette configuration, je rappelle, c'est le fait d'avoir un gain statique en boucle ouverte supérieur à 1 et un déphasage en opposition de phase. Et là, ça va créer de l'instabilité quand on va boucler le système. Et c'est cela qui va nous intéresser pour la suite. On considère un système linéaire continu invariant quelconque qui a une fonction de transfert en boucle fermée
avec un numérateur et un dénominateur. Ici, on donne les différents coefficients du dénominateur. On peut donner un critère algébrique qui est une condition nécessaire de stabilité. Et pour qu'un système soit stable au sens entrée bornée, sortie bornée, il sera donc nécessaire que les différents coefficients du dénominateur, qu'on notera de A0 à AN, de la fonction transfert en boucle fermée, soient tous strictement positifs. On peut également donner des critères graphiques de stabilité. Cela va revenir pratiquement à étudier dans le plan de Bode le point critique de la boucle ouverte, puisqu'on a vu que c'était la boucle ouverte qui pouvait générer de la stabilité en boucle fermée, en se positionnant clairement par rapport au point critique. Pour cela, nous allons utiliser le critère du revers. On peut déjà commencer par l'énoncé. On pourra dire qu'un système est stable en boucle fermée si en parcourant le lieu de Nyquist de la fonction transfert en boucle ouverte dans le sens des oméga croissants, on laissera le point critique moins 1 sur la gauche. Ici, je vous ai représenté la représentation de la fonction transfert dans le plan complexe qui s'appelle aussi le lieu de Nyquist. Le sens croissant des oméga correspond au sens horaire, c'est-à-dire qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La première courbe rouge qui correspond à un système stable va toujours laisser le point critique sur la gauche. Il faut s'imaginer, on se promène sur le lieu de transfert dans le sens des oméga croissant, le point critique on le voit sur notre gauche. Au sens de critère du revers, on sera dans un système stable en boucle fermée. Au contraire, lorsqu'on parcourt le lieu de transfert de la courbe ici, nous allons laisser le point critique sur la droite. Le système sera donc instable en boucle fermée. Je rappelle qu'ici, il s'agit bien de la représentation du lieu de transfert dans le plan complexe de la boucle ouverte. On utilise donc la boucle ouverte pour quantifier la stabilité en boucle fermée. Remarque, ce critère sera valable uniquement si la FTBO possède que des pôles à partirelles négatives et donc aucun pôle à partirelles positives. Ça veut dire que la boucle ouverte doit être nécessairement stable pour utiliser ce critère pour vérifier la stabilité en boucle fermée. Si on se place à la limite de la stabilité, c'est-à-dire que si dans le plan de Nyquist, le lieu de transfert passe exactement par le point critique, c'est-à-dire le point correspondant à une phase de moins 180 degrés et d'affixe moins 1, on sera marginalement stable. Maintenant, on va représenter ce critère de stabilité graphique sur un diagramme de Bode. Commençons par définir le gain et la phase du point critique d'affixe moins 1, qu'on peut écrire également exponentielle moins ipi. Ça va correspondre donc à une phase égale à moins 180 degrés et un gain égal à 1, donc un gain en décibels égal à 0. Ça correspondra donc à définir une pulsation oméga phi 180 qui vérifiera que l'argument de la fonction transfert sera égal à moins 180 degrés. Et dans ce cas-là, le gain devra être inférieur à 1, donc le gain en décibels inférieur à 0. De même, on peut aussi définir la pulsation de gain nul, et en cette pulsation de gain nul, qu'on notera oméga 0, il faut que l'argument soit supérieur à moins 180 degrés. Dans le cas de l'égalité des deux conditions précédentes, on sera marginalement stable. Donc soit le gain pour la pulsation correspondant à un argument égal à moins 180 degrés sera nul, ou alors que l'argument de la fonction transfert en la pulsation de gain nul soit égale à moins 180 degrés. On aura donc une réponse indicielle oscillatoire. Voilà ce que ça donne graphiquement dans le plan de Bode. En rouge, nous aurons la courbe stable et en bleu, la courbe instable. On peut commencer par observer ce qui se passe par rapport au point critique correspondant à une phase de moins 180 degrés. On avait dit que pour avoir une phase de moins 180 degrés, il ne fallait surtout pas que le gain soit supérieur à 1. C'est-à-dire que le gain en décibels soit supérieur à 0. On observe que sur la courbe bleue, le gain en décibels est supérieur à 0. Ça veut dire qu'on va amplifier l'écart en boucle ouverte. Et donc là, on va créer de l'instabilité. Alors que sur la courbe gauche, à l'inverse, on a un gain inférieur à 0. Ça veut dire qu'on va plutôt atténuer l'entrée de la boucle ouverte, à savoir atténuer l'écart. Et donc ça va générer de l'instabilité. On peut aussi observer ce même comportement en définissant la pulsation de gain nul. Il faut vérifier que pour être stable, en la pulsation de gain nul, la phase soit supérieure à moins 180 degrés, ça veut dire qu'on aura un retard légèrement inférieur à l'opposition de phase. Et à l'inverse, il ne faut surtout pas que la phase soit inférieure à moins 180 degrés, à savoir qu'on a un retard au-delà de l'opposition de phase, c'est-à-dire au-delà de la demi-période. Et là, c'est ce qu'on observe sur la courbe bleue. Sur la question 6, on nous demande d'expliquer pourquoi le critère du revers ne peut pas être appliqué pour étudier la stabilité en boucle fermée. Nous avons placé les pôles dans le plan complexe. On a observé qu'on avait un pôle à partirelle positive, donc la boucle ouverte était instable. On ne peut donc pas utiliser le critère du revers en l'état pour quantifier la stabilité en boucle fermée. Afin de résoudre ce problème, sur le système du robot Lola, il a été décidé de rajouter une boucle interne. C'est ce qu'on observe sur la structure de l'asservissement complète. On a cette boucle-ci qui correspond à une boucle en vitesse qui permettra déjà de stabiliser le système en boucle ouverte
Et ensuite, on pourra avoir une nouvelle boucle ouverte qui nous permettra d'assurer la stabilité du système en boucle fermée complète. La fonction transfert du retour correspond à K1 fois P plus 1. On rappelle que nous avons construit une boucle interne pour assurer la stabilité en boucle ouverte du système. Ceci est réalisé à l'aide de la fonction transfert HCI de P qui correspond en réalité à un asservissement interne en vitesse. On va maintenant trouver une condition sur la constante K1 pour stabiliser le système en boucle ouverte et ensuite on pourra mettre en œuvre la procédure de stabilisation en boucle fermée complète. La question 7 consiste justement à trouver deux conditions sur K1 pour que la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée soit stable, ce qui correspond en réalité à la boucle interne en vitesse. Pour cela, on peut commencer par écrire la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte, alpha sur UC. Si on revient sur le schéma bloc, il s'agit en réalité d'une boucle fermée interne, avec pour chaîne directe F de P et pour chaîne retour HCI de P. Donc pour boucle ouverte, F fois HCI. En appliquant la formule de Black, on retombe bien sur F de P divisé par 1 plus F de P, HCI de P. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, en se ramenant sur une fraction rationnelle avec une constante au numérateur et un polynôme au dénominateur, voici ce qu'on obtient. On a un polynôme de degré 2. Pour vérifier la stabilité, il faudrait calculer les pôles de la fonction de transfert et vérifier qu'ils sont tous à partie réelle strictement négative. On peut déjà vérifier la condition nécessaire de stabilité qui consiste à dire que tous les coefficients doivent être de même signe ou positifs. Ici, les coefficients sont taux 1 carré qui est positif, donc les autres coefficients doivent être positifs. Ici, K1 doit être positif, ce qui revient à dire que K1 doit être positif puisque K est positif. Et on a trouvé comme condition que K1 moins 1 doit être positif. Ceci nous donne en condition que K1 doit être supérieur à 1 sur K. En réalité, ça fait une seule condition puisqu'on doit avoir aussi K1 positif. Nous avons vu jusqu'à présent les critères qualitatifs de stabilité pour savoir si un système est stable ou non. On a vu le critère algébrique de conditions nécessaires de stabilité et le critère graphique, le critère du revers, pour savoir si on est stable ou non. Maintenant, en termes de quantification de l'instabilité, on va utiliser ce qu'on appelle des marges de stabilité, qui sont des marges graphiques qui se déterminent à partir du lieu de transfert de la fonction transfert en boucle ouverte. Ces marges de stabilité sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives, et selon leur signe, on pourra juger de la stabilité du système. Si le système est stable, les marges de stabilité seront positives. La marge de gain se définit de cette façon-là. C'est moins le gain de la fonction transfert en boucle ouverte en la pulsation donnant un argument égal à moins 180. Ce qui permet de déterminer une distance par rapport au point critique dans le plan de Bode, en diagramme en gain. La marge de phase, c'est la même idée mais sur le diagramme en phase. Elle se définit de cette façon-là. 180 degrés plus l'argument de la fonction transfert en boucle ouverte en la pulsation de gain nul. Graphiquement, voilà comment cela s'interprète. Ici, nous avons un diagramme de Bode d'une fonction transfert en boucle ouverte correspondant à une stabilité en boucle fermée. Pourquoi? Puisqu'on observe quand la pulsation correspondant à une phase de moins 180 degrés, le gain en décibels est négatif. Ça veut dire que le gain de la fonction transfert est inférieur à 1. Donc on amortit la sortie de la boucle ouverte quand on est en opposition de phase. Cela correspond bien à une stabilisation du système. L'écart par rapport au point d'instabilité, puisque le point d'instabilité, c'est lorsque la courbe serait ici en 0. Et bien c'est cet écart-là. Et la flèche ici est vers le haut, puisqu'on a une marge de gain positive, étant donné qu'on est stable, et ce qui correspond bien à 0 moins le gain en la pulsation correspondant à une phase de moins 180 degrés. Côté marge de phase, c'est la même idée, sauf que là on va regarder le point d'instabilité par rapport à la pulsation de gain nul. On va mesurer l'écart entre la courbe en phase et un argument égal à moins 180 degrés. La marge de phase ici est positive, donc elle va bien correspondre à l'argument en la pulsation de gain nul moins 180 degrés. Ça correspond bien à chaque fois à la définition de ces deux marges. En ce qui concerne des systèmes du premier ordre et du deuxième ordre, en termes de fonction de transfert en boucle ouverte, on peut montrer qu'ils sont inconditionnellement stables, puisque leur phase est toujours supérieure à moins 180 degrés. Ça veut dire que les marges de gain sont infinies. De plus, aux pulsations de gain nul, les phases seront toujours supérieures à moins 180 degrés. Cela veut dire que les marges de phase seront toujours supérieures à 0. Donc les systèmes sont toujours inconditionnellement stables. Ils seront stables, mais ça a quand même du sens d'estimer les marges de stabilité.